Bonsoir à tous, je suis ravie d'être là avec vous ce soir et je tiens tout particulièrement à remercier Ethan Amarskali d'avoir pensé à organiser cette conférence ce soir et à Biomed Pharma d'avoir organisé et d'être partenaire à cette conférence. Alors, je m'appelle Raquel Lévy-Toledano. Je suis docteur en médecine, gynécologue et spécialisée en médecine de la reproduction. Je suis titulaire d'une thèse de sciences en biologie cellulaire et en endocrinologie moléculaire pour un travail que j'ai réalisé au NIH, au National Institute of Health à Bethesda, aux États-Unis. J'ai exercé la gynécologie pendant un certain temps, mais le plus gros de ma carrière a été dans l'industrie pharmaceutique où j'ai été directrice médicale en France et à l'international, et où j'ai été également vice-présidente en recherche et développement pour le laboratoire EFIC, qui est un laboratoire européen. Et aujourd'hui, je suis consultante pour l'industrie pharmaceutique. Les objectifs de cette conférence et de cette formation, c'est de comprendre l'évolution des systèmes de soins avec l'avènement des moyens de communication modernes, de vous familiariser à la télémédecine, aux moyens et aux bénéfices pour vous, pour le soignant et pour le patient, et surtout d'appréhender les enjeux du big data et de l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous parler de médecine 3.0, mais si nous parlons de médecine 3.0, c'est qu'il y a une médecine 1.0, 2.0, et pour aboutir à la médecine 3.0. Alors, la médecine 1.0, là, je vous ai mis une illustration du docteur Knock. Le docteur Knock détenait tout le savoir médical et, de ce fait, était le seul à gérer la santé de ses patients. Dans la médecine 1.0, c'est-à-dire la médecine traditionnelle que nous avons connue jusqu'à l'avènement de l'Internet, ce qui était important, c'est la confiance, c'est le savoir qu'il détenait et la confiance que le patient et la société lui accordaient et qui se traduisait par la relation médecin-malade ou médecin-thérapeute. Les acteurs de cette médecine, c'est bien entendu le patient, les médecins et les soignants, mais également les pouvoirs publics et l'assurance sociale qui permettaient l'organisation des soins et le remboursement des soins. Depuis l'avènement de l'Internet, nous assistons à un partage du savoir et à un foisonnement de sites médicaux et de santé, un nombre considérable dans toutes les régions du monde, au Canada, en Europe, etc. Et de sorte que le savoir médical est aujourd'hui partagé entre tous. Un patient, quand il va consulter un professionnel de santé, il a déjà une idée de son diagnostic parce qu'il a été recherché sur Internet. Et il n'est pas rare qu'il arrive chez le médecin en disant « j'ai vu sur Internet que j'ai tel ou tel diagnostic ». Ou alors que quand le médecin va poser son diagnostic, il va rétorquer que non, ce n'est pas ce qu'il a trouvé sur Dr Google. Donc ça, c'est la médecine 2.0. L'acteur majeur et nouveau dans cette médecine 2.0, c'est évidemment l'Internet. Heureusement, les pouvoirs publics se sont adaptés à cette médecine 2.0 et le passage s'est fait de façon plus ou moins progressive et douce, avec surtout un tournant essentiel, c'est que le patient était désormais propriétaire de son dossier médical. La législation a également changé dès lors que l'Internet était disponible et que cette médecine 2.0 était disponible. Elle garantit aujourd'hui l'accès à des soins de qualité à tous les patients. Elle intègre le patient dans le contrôle, dans le parcours de soins et elle intègre également, chose nouvelle, la prévention et la santé publique dans le système de soins.
Depuis l'avènement de ces sites de santé, il y a également une législation, en tout cas en Europe et en France, mais j'imagine que c'est le cas en Amérique du Nord, sur les sites de santé qui doivent être agréés par des organismes et qui ont également une obligation en termes de confidentialité des données sensibles des patients. Cette médecine 2.0 augure le passage à la médecine 3.0 puisque dès lors, les conseils médicaux et les prescriptions à distance étaient possibles et de même que la télésurveillance et la téléassistance se sont développées. Alors, pour les médecins, qu'est-ce que ça apporte? Une aide au diagnostic avec l'accès à des bases de données, à des algorithmes qui ont permis aux médecins d'affiner leur diagnostic ou d'aller rechercher des informations. C'est également pour le médecin un accès facilité à l'information médicale, notamment avec les bibliothèques virtuelles, avec le Medline et PubMed par exemple, ou dans les universités. Un accès également aux webinars. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans l'ère de la médecine 2.0 avec cette formation qui est diffusée par le web. Et également la tendance à des congrès médicaux, etc. Mais surtout, ça a permis le développement de la pharmacovigilance, d'une pharmacovigilance plus moderne. Comme vous le savez, la pharmacovigilance vise à garantir la sécurité d'emploi et le bon usage du médicament. Elle repose sur le signalement des effets indésirables qui sont à déclaration obligatoire lorsqu'il s'agit d'un effet indésirable grave ou inattendu. Cela peut se faire directement au centre de pharmacovigilance et de façon dématérialisée, c'est ce qui a changé, ou par l'intermédiaire des laboratoires. Alors, est-ce que ça a été utile pour les patients? Très certainement. Ça a permis de les informer. Ça a permis de leur donner des conduites de vie saines et de prodiguer des conseils à travers l'Internet, etc. Ça a permis également au pouvoir public de faire des campagnes d'information et de prévention. Et puis, ça peut permettre aussi de suivre les patients et de les accompagner. Mais est-ce que c'est toujours utile? Eh bien, quand un patient a ses résultats, par exemple, de laboratoire, il va se ruer sur Internet pour savoir ce que ça veut dire. Et en fonction du patient, il ne va pas toujours prendre la réponse qui est adéquate et adéquate par rapport à sa pathologie propre. Il va le plus souvent voir quelle est la pathologie la plus grave qui donne ce signe de symptôme. Donc on est souvent dans une analyse de symptômes biaisée et hors contexte, ou une analyse d'examen de laboratoire biaisée et hors contexte. Et c'est particulièrement dangereux chez les patients hypocondriaques, dépressifs, etc., puisqu'il n'y a personne pour le cadrer et pour pouvoir modérer l'information que lui va récupérer, par exemple, sur Internet. Mais surtout, ça va peut-être générer une automédication qui peut être dangereuse, soit à cause des interactions médicamenteuses ou à cause de contre-indications que ce patient peut avoir et dont il n'est pas informé. Donc, vous voyez, ce n'est pas toujours utile pour les patients. Alors, la médecine 3.0, vous l'avez compris, la médecine, et vous le savez, la médecine 3.0, l'e-santé ou la santé connectée, c'est l'application des technologies modernes d'information et de communication, c'est là le maître mot, à l'ensemble des activités en rapport avec la santé. La médecine 3.0 et la santé connectée connectent le médecin et le patient, mais connectent également le patient avec toutes sortes d'éléments, que ce soit l'assurance maladie, son dossier médical, les autres professionnels de santé, les applications qu'il a dans son smartphone, son entourage, les réseaux sociaux, etc., les objets connectés.
Mais ça connecte également le médecin avec peu ou prou les mêmes éléments, mais également avec des experts, etc. Donc finalement, on est dans un monde totalement connecté, avec aujourd'hui un élément nouveau qui est l'intelligence artificielle, qui va également intervenir dans cette e-santé. Alors, dans la e-santé, on va distinguer la santé 3.0 et plus tard la médecine 3.0. La santé 3.0, c'est le web 3.0 et tous les objets connectés et les dispositifs médicaux ou les instruments médicaux connectés et intelligents. De sorte que la santé est devenue consommable. Et les patients sont des consommateurs hyper connectés, qui vont chercher à personnaliser un maximum tout ce qu'ils peuvent trouver sur Internet et voir comment ça s'adapte à leur propre situation. Quelle est la place du professionnel de santé dans ce schéma? On va voir au fur et à mesure de ma présentation comment le professionnel de santé va se situer à chaque fois et comment il va être confronté à tous ces éléments. La médecine 3.0, c'est une évolution inéluctable de la médecine, on y est d'ailleurs, mais c'est d'abord le partage de l'ensemble des savoirs médicaux. Il n'est plus détenu par le médecin, il est détenu par la communauté entière puisqu'il est disponible sur Internet. C'est également, grâce aux nouvelles technologies, l'émergence de la télémédecine, des dispositifs médicaux connectés dont nous allons parler, et surtout de la combinaison du big data et de l'intelligence artificielle. Alors, la e-santé va donc fournir l'information, générer le dossier médical partagé entre le patient et tous les professionnels de santé, le dossier pharmaceutique, la pharmacovigilance, on en a parlé, et puis la télésanté. Alors la télésanté va concerner la télémédecine, mais également la M-santé, qui est la santé connectée par les mobiles, par le téléphone intelligent et par les PDA. Alors la télémédecine, tout ça, je vais le développer un peu plus tard, c'est la téléconsultation, la télésurveillance et la téléexpertise et la téléassistance. Et la M-santé, ça va être donc les objets connectés, mais également les capteurs textiles qui sont des senseurs qu'on peut porter et les applications via le web. Mais tout ça est vulnérable. C'est vulnérable parce qu'il existe aujourd'hui un élément majeur, c'est qu'il n'y a pas, c'est que le web n'est pas sécurisé généralement. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, le NHS en Angleterre, au Royaume-Uni, a été piraté par des hackers qui ont paralysé le système de santé britannique jusqu'à ce que le NHS ait payé une rançon. Donc ces systèmes-là sont vulnérables et la cybersécurité est indispensable. Alors pourquoi c'est vulnérable? Parce que les pirates, les hackers peuvent accéder au système de soins, peuvent recueillir des données sensibles, que ce soit celles des patients, que ce soit des données financières des institutions de santé, ou même si ces institutions de santé renferment des départements de recherche, les données de recherche qui sont confidentielles et qui sont dans ces instituts. Ça permet aux hackers également d'analyser des technologies qui sont brevetées et voire de les copier. Donc il existe des menaces. Alors au niveau des patients, les menaces peuvent être graves, en particulier des patients qui portent des dispositifs de type cardiaque ou des pompes à insuline. Si jamais elles étaient piratées, ça peut être grave pour le patient. Mais également, ces hackers pourraient manipuler des logiciels, et en particulier les logiciels des systèmes d'imagerie médicale tels que l'IRM,
Et donc, il est absolument nécessaire que cela soit protégé et qu'il y ait des politiques de gestion de risque. Ça peut être de la part du fabricant un contrôle et une mise à jour constante de tous leurs dispositifs, des fournisseurs nuagiques de garantir la sécurisation des transferts de données et du stockage des données, et enfin des organismes de soins d'être très prudents quand ils décident de se connecter à l'extérieur de leur institution. Alors on va parler maintenant de la télémédecine. La télémédecine, c'est une pratique qui est strictement encadrée par la loi, en particulier dans les pays industrialisés. Et de fait, il existe des dizaines de référentiels pour chaque pays. J'ai essayé d'en faire la synthèse, mais il y en a vraiment beaucoup trop, et ça concerne tous les domaines de la télémédecine. Donc je vais faire un survol de ce qui existe. Alors la définition, c'est une forme de pratique médicale à distance qui utilise les technologies de l'information et de la communication, qui met en rapport un ou plusieurs professionnels de santé entre eux et avec un patient. Elle est complémentaire de la médecine en présentiel. Elle ne se substitue pas à elle. Et elle a pour objectif d'établir un diagnostic, d'assurer un suivi, de faire de la prévention, de prescrire le traitement le plus adéquat et également d'effectuer une surveillance. Alors au Québec, le Québec n'est pas en reste, puisqu'il y a eu un programme extrêmement vaste et un plan d'action extrêmement vaste qui a eu cours entre 2019 et 2023 et qui avait pour objectif d'améliorer l'accès aux services et de moderniser le réseau. Ils ont entrepris de très vastes chantiers, en particulier sur la consultation à distance et en établissant une plateforme de consultation, en développant la pathologie numérique, c'est-à-dire que tout ce qui était numérisable comme image, par exemple de biopsie, d'imagerie médicale, de documents, etc., a été développé. C'était un des objectifs de développement de la télésanté au Québec, d'établir les champs d'action de la télésanté. Un champ d'action de prédilection est la psychiatrie, puisqu'on n'a pas besoin vraiment de toucher le malade, on a besoin de lui parler. Donc la télémédecine s'applique particulièrement à la psychiatrie, mais également ici au Québec, de l'organisation de la première ligne, le référencement, de la consultation et même de la prise en charge par la télémédecine, voire même la prise en charge précoce d'événements graves comme l'infarctus du myocarde ou les AVC. Ce qu'on n'a pas en France. En France, c'est beaucoup plus limité. Ça a également concerné les pharmacies, les infirmières, le déploiement en province et le télésoin. Alors, ça aboutit au développement du réseau québécois de télésanté qui a été créé en 2019 avec force de comités, de pilotes, de centres de coordination, etc. Il y avait plus de dizaines de coordinations pour que cela soit développé. L'objectif, c'était évidemment de mettre à distance des patients et en particulier à disposition des patients, et en particulier ceux qui étaient à distance, des services cliniques à l'aide de technologies de l'information et de la communication. Comme la médecine en présentiel, c'est une pratique qui est encadrée de façon stricte, et comme je vous le disais, sur un très large champ d'application par rapport à l'Europe et de services. Alors les objectifs, je vais vous les énumérer, c'est d'abord d'accroître l'accessibilité aux patients et aux services de santé, d'offrir des soins en continu et de qualité au temps opportun, c'est-à-dire au moment où le patient en a besoin et à l'endroit où il en a besoin, en particulier dans les régions. De favoriser la participation des patients au parcours de soins,
d'améliorer l'utilisation des ressources qui existantes, de favoriser la coordination entre les experts, de réduire le temps de déplacement, pas seulement aux patients, mais également aux médecins qui n'avaient plus, ou à l'expert qui n'a plus besoin de se rendre à un endroit donné, et d'offrir une expertise médicale aux régions et de la rendre accessible aux régions. Alors, comme je vous le disais, c'est une pratique encadrée par la loi, avec la protection des données, on en a largement parlé, et la confidentialité, l'utilisation de techniques qui sont homologuées, et surtout l'obtention du consentement du patient pour avoir recours à ces services. Voilà. Alors, les actes de télémédecine qui peuvent être pratiqués en télésanté, c'est bien sûr la téléconsultation, la téléexpertise. Je vais en parler, je vais détailler très brièvement chacun des actes. La téléassistance et la régulation médicale. Alors, la téléconsultation, c'est une consultation à distance. Elle est prise en charge, aussi bien ici qu'en Europe, par l'assurance maladie, et elle est obligatoirement via une plateforme de vidéotransmission. Elle permet de faire un diagnostic et de traiter. Les tarifs, en tout cas en France, de la téléconsultation sont les mêmes que la consultation en présentiel. Cette activité est néanmoins limitée à 20% de l'activité totale du médecin ou du professionnel de santé. La téléexpertise, eh bien, c'est quand un médecin a besoin de l'expertise d'un confrère. Et dans ce cas-là, il va faire appel soit en synchrone en présence de son patient, soit en asynchrone à l'expertise d'un confrère qui est spécialisé dans la pathologie concernée. Ce qui est intéressant et qui est prévu par la loi, c'est que l'expert et le requérant sont tous les deux rémunérés. Enfin, les autres actes de télémédecine, la télésurveillance, c'est le suivi et l'interprétation à distance de données qui concernent un patient qui est à son domicile ou dans un établissement de soins. La téléassistance, c'est quand un professionnel de santé a besoin de l'aide d'un autre professionnel pour réaliser un acte médical. Et enfin, la régulation. Alors, je ne sais pas si ça existe ici au Canada et au Québec, mais c'est en fait un médecin qui est au téléphone, qui n'a pas, on n'a pas besoin d'une plateforme de vidéotransmission nécessairement, et qui dirige le patient en fonction des informations qu'il lui donne, de façon à dégorger les urgences médicales dans les hôpitaux ou chez les médecins. Donc, et ça permet de dispatcher les patients en fonction de ses besoins. Alors, un autre domaine de la télémédecine qui est développé en tout cas en Europe et aux États-Unis, j'ai cru comprendre que ce n'était pas vraiment le cas ici au Canada, c'est la téléimagerie. Depuis déjà l'an 2000, en France et en Europe, on pouvait transmettre des images, obtenir un diagnostic, mais il fallait qu'il y ait un radiologue sur site. Donc, un établissement qui avait un équipement de radiologie nécessitait d'avoir un radiologue pour pouvoir pratiquer et pour pouvoir faire ses examens de radiologie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et en particulier en France, tous les petits hôpitaux de province vont avoir leur propre matériel de radiologie et d'imagerie médicale et vont transmettre les images en synchrone à un radiologue qui sera délocalisé et qui pourra même interroger le patient si nécessaire. Alors, aux États-Unis, c'est très développé et dans ces cas-là, ce n'est pas nécessairement synchrone, c'est souvent asynchrone parce que certains radiologues américains, alors évidemment, il faut qu'ils aient tous les credentials pour pouvoir pratiquer la radiologie aux États-Unis,
mais ils peuvent se trouver dans un autre pays et dans un autre fuseau horaire. Donc ils reçoivent les radios avec l'histoire du patient, où le cabinet de radiologie est à nouveau ouvert, peut informer le patient de ses résultats. Il existe également des cabines de téléconsultation et des bornes médicales, et c'est plutôt relativement développé en France. Deux types de cabines, soit une cabine dans laquelle le patient est totalement isolé du reste, soit carrément une borne. Et là, on y trouve des objets connectés qui vont permettre d'examiner le patient. Des tensiomètres, un thermomètre, un oxymètre, un stéthoscope, un otoscope, etc. Voire même, on pourrait avoir une sonde à échographie, et puis avec un lecteur de cartes qui va permettre d'identifier, du côté de l'interface médecin, d'identifier le patient. La communication va se faire à travers un écran, et l'activation des objets connectés ne peut se faire que par le médecin. Il n'est pas question qu'un patient arrive dans une cabine et fasse son examen tout seul. Il faut qu'il y ait un médecin qui, lui, va activer les objets connectés. Le médecin a l'obligation d'écrire un compte-rendu. Il peut faire des ordonnances qui vont être imprimées dans la borne. Et grâce au lecteur de cartes, le patient va régler cette consultation. Alors, parfois, il n'a même pas besoin de le régler parce que ça sera réglé directement au médecin par l'assurance médicale et par sa mutuelle. Alors, où et comment et pour qui sont destinées ces bornes de téléconsultation? On les trouve dans les pharmacies, on les trouve dans les mairies et dans les espaces communaux où il y a très peu de médecins. On les trouve dans ce qu'on appelle chez nous les déserts médicaux, c'est-à-dire des régions complètes où il y a très peu de médecins. Mais on commence à les trouver en région parisienne, par exemple, dans les supermarchés. Comment ça marche? Généralement, c'est sans rendez-vous. En général, dans les petites agglomérations et dans les villages, là, comme un médecin ne peut pas être tout le temps disponible, on demande aux gens de prendre rendez-vous. Le tarif est le tarif conventionnel. Comme je vous disais, le tiers payant est applicable. Alors, le tiers payant, c'est quand la sécurité sociale ou l'assurance maladie règle directement le médecin des actes. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'au cours de l'année dernière, donc entre 2022 et 2023, il y a eu une croissance de plus de 60% de ces cabines, de ces télécabines et de consultations. Et aujourd'hui, par exemple, en France, je crois qu'en 2022, il y avait environ 7000 cabines de téléconsultation en France, et donc ça augmente de façon considérable. Alors pour qui? On l'a dit pour les déserts médicaux. Moi, j'appellerais aussi pour les petits bobos, c'est-à-dire les angines, toutes les pathologies qu'on peut traiter comme ça à distance et qui ne mettent pas la vie du patient en danger. Clairement pas pour un infarctus massif, par exemple, parce que là, on ne peut pas examiner le patient, on ne peut pas le prendre en charge immédiatement. Pour les suivis de pathologies chroniques et quand je vous ai parlé des supermarchés, très clairement pour les personnes qui sont pressées et qui n'ont pas envie d'aller chez le médecin. Alors, les applications mobiles et les objets connectés. Les applications mobiles, ce sont les pratiques médicales et de santé qui vont être activées à travers un téléphone intelligent ou à travers un PDA et qui vont transmettre ou pas des données de la personne à un médecin. Les objets connectés, ce sont des dispositifs médicaux qui vont être liés à Internet et qui vont pouvoir collecter, stocker et diffuser, dans ce cas-là, des données médicales et des données de santé spécifiques en fonction des informations qu'on recherche à avoir. Alors, ces dispositifs médicaux, ils doivent être homologués. Autrement, ce ne sont pas des dispositifs médicaux, ce sont des gadgets. Et s'il y a dispositif médical homologué, il y a une obligation de vigilance. Et là, par rapport à la pharmacovigilance, je l'appellerai matériovigilance. Comme je l'ai
déjà asséné à plusieurs reprises, il faut que ces données soient protégées et qu'elles soient traitées de façon à ce que l'anonymisation, par exemple, des données ou la protection des données de l'individu soit respectée. En France, la durée de stockage de ces données est limitée. La personne a ce qu'on appelle le droit à l'oubli, c'est-à-dire peut retirer toutes ces données du système. Et surtout, ces données nécessitent, et ces dispositifs qui sont connectés, nécessitent un hébergement hyper sécurisé. C'est-à-dire qu'il faut au moins 2 serveurs hyper sécurisés, un en Europe ou en France, et le deuxième en dehors de France. Et donc, ce stockage de données est extrêmement onéreux. Les dispositifs qu'on peut trouver, il y en a énormément aujourd'hui sur le marché, des dispositifs connectés. On a tous ceux qui concernent le suivi de l'activité, comme les montres intelligentes, comme le téléphone, etc., qui suivent votre activité physique, etc. Des appareils de surveillance comme des oxymètres, des thermomètres, etc., des dispositifs de gestion de maladies chroniques comme les pompes à insuline, les moniteurs cardiaques, des dispositifs de santé féminine, et ça je vais développer un petit peu plus tout à l'heure, des dispositifs de télémédecine, donc tout ce que je vous décrivais tout à l'heure comme étant des objets connectés, prise de tension, les tensiomètres, les thermomètres, etc., sont des dispositifs médicaux qui ont été homologués. Et enfin, des dispositifs de suivi des signes vitaux, des dispositifs de surveillance du sommeil et des dispositifs de rééducation et de physiothérapie, par exemple, tous ces appareils qui permettent de stimuler électriquement les muscles, etc. Alors, je vais vous donner comme exemple ce qui concerne la santé féminine et en particulier la contraception. Grâce aux variations physiologiques qu'on observe au cours du cycle menstruel de la femme, on peut, en contrôlant la température, en contrôlant le taux d'hormones, en contrôlant la glaire cervicale ou la salive, on peut aider la femme à gérer sa contraception ou en tout cas sa fertilité. Et il existe tout un tas de dispositifs qui permettent de le faire. Ils sont extrêmement nombreux. Parfois, ça ne va concerner qu'un seul élément, par exemple la température ou la glaire cervicale ou la respiration, puisqu'il y a des variations de la respiration également. Et puis certains objets connectés vont combiner tout ça, tous les éléments, toutes les variations qu'on observe pendant le cycle menstruel, pour dire à la femme, ce n'est pas une patiente, c'est une femme, que si elle est en période fertile ou pas, etc. Il existe également les applications web, et ça, toutes les femmes ici doivent connaître, qui sont les applications de rappel de prise de la contraception, de prise de la pilule. Finalement, on n'a même pas besoin d'une application, on pourrait utiliser son téléphone. Mais la prise de la contraception doit être rigoureuse et régulière, sinon elle ne fonctionne pas. Et donc, il existe tout un tas d'applications qui aident les femmes à prendre leur pilule. J'ai moi-même développé une application qui s'appelle MyGynéco, qui est un rappel de pilule, donc qui offrait un certain nombre de services. Un rappel de pilule, une conduite à tenir en cas d'oubli de pilule. Quand on oublie sa pilule, il y a une façon très particulière de rattraper l'oubli, de façon à ne pas, et ça dépend de chaque contraception, de façon à ce que la contraception soit assurée. De prévoir la date des prochaines règles, de prévoir la période fertile, donc toute cette application faisait tout ça, de même prévoir la date d'accouchement si le couple veut un bébé, d'informer sur les risques des médicaments au cours de la grossesse, et puis de proposer un service de consultation, de téléconsultation en gynécologie. Mais je terminerai avec la dernière section qui est celle du big data et de l'intelligence artificielle. Juste pour vous donner une idée
du développement et de l'engouement du monde médical pour l'intelligence artificielle, ces dernières années, on a vu le nombre de publications sur l'intelligence artificielle exploser de façon exponentielle. En 2020, je ne sais plus, je ne vois pas très bien, je ne sais plus si c'est 2020 ou 2022, il y a eu 35 000 publications médicales dans des journaux, des peer-reviewed, des journaux qui sont revus par les pairs, 35 000 publications sur l'intelligence artificielle. Donc c'est vous dire la place que ça prend aujourd'hui. Alors d'abord, on va... de quoi parle-t-on ? L'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner sans big data et le big data ne peut pas fonctionner sans l'intelligence artificielle. Évidemment, on est en train de parler de médecine et de ce que ça peut apporter en termes de développement des soins, en termes de développement de médicaments et de prise en charge du patient. Alors, le big data, ce sont des données numériques qui sont générées et qui sont recueillies et stockées. Comme vous le savez, ça a explosé de façon quantitative ces 10 dernières années. Les sources d'informations sont multiples. C'est des sources d'informations sur l'environnement, les comportements, la santé, le flux des données, etc. Il est caractérisé, le big data, par les 3 V, le volume de données qui est stocké. Aujourd'hui, alors en 2020, on en était à 20 zeta-octets, c'est-à-dire 10 puissance 21. C'est-à-dire 10 puissance 21, c'est qu'il y a 21 zéros après le 1. D'accord ? Avec une rapidité de transfert des données qui est considérable et avec des sources extrêmement variées, je vous en parlerai tout à l'heure. La question qui se pose, c'est comment on les stocke, comment on les gère, comment même on les représente. On ne peut même pas se les représenter tellement il y a de données. Comment on les traite, est-ce qu'on peut les analyser et qu'est-ce que ça apporte sur le plan prospectif et quels sont les risques. Les applications sont multiples. Alors je dois dire d'abord quand même que souvent dans le big data, toutes les données sont anonymes. On n'a pas besoin de savoir si monsieur un tel a telle ou telle constante vitale, etc. Non, c'est l'ensemble des données qui sont agrégées dans le big data. Donc, l'application, on la trouve en climatologie, en écologie, en économie, en politique, en sciences, et maintenant en épidémiologie et en médecine. Alors, les données de santé qu'on collecte sont extrêmement fragmentées parce que de sources extrêmement variées. La nature des données, elles peuvent être, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous parler des omics, c'est génomique, protéinomique, transcriptionomique, etc. Mais elles peuvent être aussi physiologiques, biologiques, cliniques, sociales. Les réseaux sociaux sont une source de données dans les big data. L'origine est extrêmement variée. Elles peuvent venir des objets connectés, des hôpitaux et des centres de soins, des laboratoires de recherche fondamentales ou cliniques, en particulier lors d'essais cliniques, des bases de données publiques et, comme je vous le disais, des réseaux sociaux. Le format, ce n'est pas uniquement à un moment de... On peut recevoir des données sous forme texte, sous forme numérique, sous forme d'images, sous forme de signaux, sous forme de séquences d'ADN, et il va falloir intégrer tout ça pour qu'on puisse les exploiter. Alors, comment est-ce qu'on... J'ai schématisé, je vous ai mis 2 schémas d'agrégation des données et d'utilisation. Alors là, par exemple, c'est toutes les données qui vont être véhiculées par le Wi-Fi, par les données des objets connectés, par les applications, etc., par les senseurs textiles dont je vous parlais tout à l'heure,
par les données de santé dématérialisées de type imagerie médicale, données biologiques, etc., qui vont transiter et aller vers le big data, qui vont être transformées, agrégées par l'intelligence artificielle. Le clinicien, quand il va recevoir ces données-là qui concernent une personne, par exemple, les données vont être collectées et enregistrées et intégrées. Elles vont être analysées. Elles vont permettre d'alerter le patient et vont permettre également aux cliniciens de prendre des décisions thérapeutiques ou des décisions de surveillance, etc. Et tout ça va aller dans les fournisseurs de données nuagiques, et de temps en temps, des alertes vont être émises qui vont alerter le patient et son médecin. Les données peuvent être médicales, c'est-à-dire que c'est le médecin qui va les fournir, qui va mettre tout ça dans le dossier médical partagé avec les imageries, avec les données d'imagerie médicale, avec le RFID. Ce sont ces petits capteurs qui permettent de mémoriser, de récupérer des données et de les transmettre. Tout ça va entraîner un flux de données qui vont dans le big data, qui vont être organisées et analysées par l'intelligence artificielle pour donner lieu à un monitoring et à une surveillance du patient et une conduite à tenir et un traitement spécifique de ce patient. Alors, donc, le big data combiné à l'intelligence artificielle va permettre la prévention avec l'identification de facteurs de risque tels que le cancer, le diabète, l'asthme, les maladies neurodégénératives, de façon à pouvoir générer des campagnes d'information et de prévention qui vont cibler des populations très particulières. C'est-à-dire que si on sait que dans telle population, on a une majorité, par exemple, d'adolescents, on va avoir une campagne d'information qui ne va cibler que cette frange de la population. Ça va permettre de développer des systèmes d'aide au diagnostic et d'élaborer des traitements ou des vaccins qui sont appropriés à la situation présente. Sur le plan de l'épidémiologie, l'élévation de l'incidence des maladies ou des comportements à risque va permettre d'identifier les menaces sanitaires et d'adapter la politique de santé. Ça va permettre également de prévoir et de prédire les épidémies. En particulier, si nous avions développé, si ce système avait été plus développé au moment de la Covid, on aurait probablement, bien que l'intelligence artificielle ait été utilisée pendant la Covid, ça aurait probablement permis de prédire l'intensité de l'épidémie. Le big data et l'intelligence artificielle contribuent également à identifier les événements indésirables, graves, inattendus et la tératogénie, donc une aide précieuse à la pharmacovigilance, et puis surtout la personnalisation de la médecine avec la médecine prédictive, la prévention et le traitement, et en particulier la pharmacogénomique dont Michel vous parlera tout à l'heure. Alors, quand on s'adresse à un symptôme, quand on a une population avec une certaine pathologie ou avec un symptôme, les individus qui composent cette cohorte ne sont pas égaux entre eux. C'est-à-dire qu'ils ont chacun des facteurs de risque différents, des situations qui ont permis l'émergence de cette maladie différente, etc. Et cette population hétérogène n'a en commun que ce symptôme ou que cette maladie. Mais ça ne veut pas dire que chacun des individus qui composent cette cohorte ont exactement les mêmes facteurs de risque. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle qui va générer des algorithmes, on va pouvoir stratifier les patients par cluster. Et par exemple,
ce cluster-là bénéficiera d'un traitement qui sera beaucoup plus efficace et mieux toléré chez lui que chez ces patients-là. Les traitements vont être différents et sont différents d'ailleurs, puisque maintenant ça commence à se développer, et vont être adaptés en fonction des facteurs de risque, en fonction par exemple de l'âge, etc. Et tous ces éléments, tous ces éléments qui composent la maladie vont être agrégés de façon à, d'une part, stratifier la population et de donner à chaque cluster le traitement le plus adapté à leur situation. Alors, si je prends l'exemple du diabète, je ne vais pas vous énumérer tout ce qui entre dans la genèse du diabète, dans les circonstances de découverte, etc. Elles sont différentes d'un individu à l'autre. Ça veut dire que chaque personne qui a un diabète, ce qu'ils ont en commun, c'est ça se manifeste par une hyperglycémie ou par des complications du diabète. Mais finalement, les circonstances de développement de ce diabète, de découverte, des facteurs de risque, etc., ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Et l'intelligence artificielle va permettre, pour chacun des individus, de les catégoriser et d'établir des clusters. C'est un peu l'illustration de ce que je vous ai montré tout à l'heure, de façon à les mettre chacun dans des strates différents et de façon à les faire bénéficier du traitement le plus adéquat. D'accord ? Maintenant, si on rentre dans l'exemple, dans les exemples qu'on connaît, on sait aujourd'hui, par exemple pour les maladies génétiques, on considère qu'il y a un gène, et en particulier dans les cancers, que le cancer, par exemple, va être dû, disons, à un gène. Ça, c'était la théorie. Un gène, un cancer. Aujourd'hui, on ne va plus traiter ou on ne va plus appréhender ce cancer parce qu'il y a une mutation sur un gène. On va regarder l'ensemble des éléments, donc je vous parlais des omics tout à l'heure, les métabolomix, les protéinomics, la génomique évidemment, etc., les perturbations sur l'ADN, l'épigénétique, les données de l'imagerie, les données du dossier médical, et on va agréger toutes ces données de la même façon qu'on l'a fait pour les diabètes, pour essayer d'établir le meilleur traitement possible pour ces personnes. Alors comment ça se traduit ? Eh bien, maintenant, si on parle d'une maladie, on n'est plus non plus une maladie équivaut à un traitement très spécifique, une maladie donnée, on va dire par exemple le diabète. Maintenant, tous les diabétiques ne sont pas traités par l'insuline, par exemple. Bon, c'était déjà le cas. Mais les cancers ne sont pas tous traités par la chimiothérapie, etc. Et donc, ce qui est déduit de cela, c'est qu'on a une cohorte de patients. On va prendre en compte le profil avec tous les omics dont je vous parlais tout à l'heure, le nombre de copies des gènes, l'expression des gènes, etc. Un board d'experts va décider du traitement adapté en fonction de toutes ces données-là. Et on va donc décider du traitement sur ces personnes éligibles, mais ça ne veut pas dire que le traitement a été développé dans l'indication pour lesquelles ils vont être traités. Très souvent, ça va être un traitement hors indication. Et comment évaluer l'efficacité de ce traitement ? On n'est plus du tout dans la survie, par exemple, en cas de cancer, ou la réduction des complications du diabète, etc. La comparaison va se faire avec le traitement traditionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'apporte la médecine qui a pris en compte, et le diagnostic et le traitement pris en compte grâce à l'intelligence artificielle, va être comparé au traitement, l'efficacité va être comparée au traitement traditionnel. C'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans les publications, de plus en plus.
Alors, l'intelligence artificielle et le Covid, oui, on l'a utilisé pour la détection précoce et le diagnostic, pour monitorer le traitement, pour tracer les contacts et pour prédire le nombre de cas et la mortalité, pour développer les traitements, les médicaments contre la Covid, mais également les vaccins. Et puis, ça a permis également de réduire la charge de travail des soignants qui étaient complètement débordés pendant l'épidémie. La prévention de la maladie, évidemment. L'imagerie médicale associée à l'intelligence artificielle a permis d'établir des pronostics en fonction des lésions pulmonaires qu'on observait chez les patients atteints de Covid. Et aujourd'hui, cette intelligence artificielle devrait nous permettre de prédire et de mieux gérer une nouvelle épidémie. Comme on sait, il y en a probablement une qui arrive avec un nouveau variant, et on peut espérer que l'intelligence artificielle va nous aider à gérer de façon plus efficace l'épidémie. Je me suis amusée à poser des questions à ChatGPT. Et la première question, je lui ai demandé quelles étaient les données récentes publiées sur le syndrome des ovaires polykystiques, et je lui ai demandé également de me donner les nouvelles publications. Alors, comme c'était l'ancien ChatGPT, je n'ai pas eu les toutes nouvelles publications. Mais voilà le résultat. En quelques secondes, il m'a indiqué tous les domaines sur le syndrome des ovaires artificiels, le syndrome des ovaires polykystiques sur lesquels les chercheurs travaillaient, et toute une liste de publications. Après, je me suis dit, en quoi ChatGPT peut apporter un bénéfice aux médecins. Je lui ai demandé de me donner un bulletin de sortie d'un patient traité par cholécystectomie non compliquée. Et en quelques secondes encore, il m'a écrit un rapport de sortie d'hospitalisation qui permettrait aujourd'hui, par exemple, il suffisait de rajouter le nom du patient, et quand j'ai lu ce rapport d'hospitalisation, il était tout à fait exact. Mais attention, il peut se tromper. Et on le voit de temps en temps, quand on conteste ce qu'il fait, ou la réponse qui est donnée, ChatGPT va changer de réponse. Est-ce que c'est laquelle est exacte? D'accord? Alors maintenant, quel peut être l'apport de l'intelligence artificielle dans la pratique médicale aujourd'hui? Ça va nécessairement apporter une médecine de précision et réduire la charge de travail du thérapeute, ça c'est très clair. Ça va permettre une aide au diagnostic dans toutes les modes de diagnostic technologiques, comme l'imagerie, l'anatomopathologie, l'endoscopie, etc. En thérapeutique, alors ça c'est intéressant parce que ça va permettre des techniques chirurgicales beaucoup moins invasives, une assistance en anesthésiologie, l'impression en 3 dimensions, par exemple des prothèses. On pourra demander à l'intelligence artificielle, en lui fournissant les données, d'imprimer des prothèses en 3D, la rééducation, le choix thérapeutique. Et puis le pronostic, c'est important parce quand on fait un pronostic après une maladie, ce sont des statistiques en fonction d'une cohorte de patients. Là, on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, introduire toutes les données du patient et demander et pouvoir avoir un pronostic qui va être beaucoup plus précis. Évidemment, en développement pharmaceutique, il va y avoir une utilité, en particulier la modélisation des molécules de développement qu'on développe, la gestion quand on administre les patients, etc. Et puis, alors, surtout, il va falloir repenser la formation des médecins en fonction de l'intelligence artificielle. Maintenant, l'information est accessible à tous. Est-ce qu'on a besoin de savoir autant de choses quand on est médecin? Ce sont des questions que je pose. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin qu'il ne faut pas apprendre aux médecins
son métier et en particulier la théorie. Mais surtout, je pense que ce qu'il faut introduire dans les études médicales, c'est comment utiliser ces outils. Et ça va avoir une importance capitale dans l'avenir. Alors, l'intelligence artificielle ou l'humain? Est-ce que ça va remplacer le thérapeute? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est intelligente? Est-ce qu'elle peut mimer l'activité cérébrale? À mon avis, il manque quand même, encore aujourd'hui, sans parler de la conscience et l'émotion, une dimension à l'intelligence artificielle pour qu'elle soit intelligente. On n'y est pas encore. Elle n'est pas intuitive, c'est ça, on le sait. C'est-à-dire qu'elle va raisonner et elle va se baser sur des éléments rationnels. Elle n'a pas de conscience et d'émotion. Et ça joue énormément dans la relation médecin-malade, dans la décision thérapeutique, etc. Est-ce qu'elle est infaillible? Eh bien, certainement pas. Il peut y avoir des erreurs techniques, mais aussi des erreurs d'analyse si, comme on le voit par exemple, ChatGPT, ce n'est pas vraiment un exemple, mais on voit bien qu'on peut contester des choses et contre-argumenter et que ça n'est pas toujours exact. Une question qui se pose néanmoins et qui, elle, est majeure, c'est la responsabilité médicale. L'intelligence artificielle ne sera jamais responsable des patients, du diagnostic ou du traitement. Pour être responsable, il faut qu'on puisse pouvoir, comment dirais-je, par exemple, un médecin qui fait une erreur médicale est passible d'un certain nombre de choses, d'amendes, voire de prison, etc. L'intelligence artificielle n'est pas du tout passible de cela. Donc on ne peut pas considérer qu'un jour elle sera responsable et à uniquement ce titre, le médecin ne pourra pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Alors en conclusion, la médecine 3.0, nous y sommes. Hein. C'est pas l'avenir, on y est, ça va évoluer, mais nous y sommes déjà. Évidemment, la médecine d'aujourd'hui ne peut pas se passer d'Internet et la médecine de demain passera inéluctablement par le big data et l'intelligence artificielle, c'est certain, on y est déjà. Je posais la question, est-ce que ça peut remplacer le professionnel de santé? Je ne le pense pas. Et puis, si vous-même avez une expérience en médecine 3.0, je serais ravie de la connaître. Voilà, je vous remercie.